J'espère que c'est pas trop bruyant parce que j'ai pas de micro. Là, je suis pas chez moi, je suis pas à Mayotte en fait. Je suis aux Comores. Je me suis mise une déterre. Je me suis dit, vas-y, pose-toi, enregistre ton épisode. C'est un épisode que je voulais tourner depuis un moment, mais je réfléchissais, j'étais pas trop sûre que j'allais être à l'aise pour en parler là. Mais je pense que si, en fait, ça va aller. Je me suis posée, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup médité en fait à ce sujet. Et je pense que c'est bon. J'ai les mots et j'ai la clarté d'esprit aussi pour en discuter sans m'effondrer. Bref, je fais pas mon intro parce que j'ai pas envie. Je suis pas dans le mood. Mais voilà, vous connaissez mon podcast, hein, vous connaissez la chaîne. Pourquoi ce sujet du coup? Pourquoi ce sujet morbide? Pour moi, le deuil, c'est une chose qui fait partie du passage à la vie d'adulte. C'est une étape qu'on va tous passer. Faudra qu'on apprenne à gérer. Et je pense que dans la vingtaine, c'est une période où soit on a des grands-parents qui décèdent, soit on a des proches voilà, qui sont âgés ou qui tombent malades, ou même des accidents, ça arrive. Voilà, toutes choses de la vie qui peuvent mener à la mort et donc au deuil pour les personnes qui restent. Et je trouve que c'est pas un sujet mainstream. J'ai pas l'impression que c'est un sujet que les créateurs de contenu lambda vont aborder librement, mais pour moi, c'est un sujet comme un autre en fait. Je vois pas de tabou sur ça, au contraire. J'ai beaucoup parlé de mon deuil avec mes proches, avec ma famille, avec des copines aussi. J'en ai même parlé un peu sur mes réseaux. Enfin voilà, j'ai pas du tout j'ai pas du tout cette notion de tabou vis-à-vis du sujet. La seule chose qui me retenait en fait d'en parler plus tôt, c'était j'étais pas encore bien. Ouf, je sais pas comment dire. J'étais pas encore. Je pense que j'étais pas encore 100%. Allez, je m'étais pas encore bien trouvée dans mes émotions. Du coup, voilà, j'ai mis du temps à en discuter. Après, c'est pas forcé, hein, de toute façon. La première semaine, juste après le décès de mon papy, je voulais trop me presser pour en parler parce que c'était le deuxième décès, du coup, j'avais eu un décès pas avant, bref. Et je voulais trop me presser pour en parler parce que ça y est, j'étais. Je pensais que du coup, comme c'était le deuxième deuil, j'avais les outils, j'étais armée, mais c'était encore différent. Tous les deuils ne sont pas les mêmes. Du coup, pour vous donner un peu de contexte, parce que je vais pas expliquer, mais j'ai perdu ma tante suite à un cancer de l'estomac en juin de cette année. Voilà, c'était une longue maladie. Après presque 2 ans à se battre contre cette maladie, elle est décédée. Qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah yarhamha. Et en septembre, du coup, j'ai perdu par la suite mon grand-père. Voilà, lui, c'était un décès soudain. Il n'était pas malade, il a fait un AVC. Et il est décédé par la suite. Qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah yarhamou. Je pense qu'il y aura beaucoup de coupures sur cet épisode. Parce que je prends du temps pour choisir mes mots, j'ai pas envie de me dépêcher et de dire des choses à la va-vite. J'ai pris des notes, bien sûr, il y a des notes de mon journal sous mes yeux là. Donc je regarde aussi ce que j'écris pour ne pas trop me disperser, bref. Oui, donc je disais que oui, en vrai, il y a autant de formes de deuil que de relations parce que tu vas pas me dire que tu vas faire le deuil d'une personne qui était très proche, comme je sais pas moi, ta sœur ou ton époux, de la même manière que tu vas faire le deuil d'un parent ou que tu vas faire le deuil d'une personne avec laquelle tu étais en mauvais terme. Enfin, tout ça, ça implique des relations différentes et donc une manière différente de gérer son deuil. Ça, c'est vraiment le point clé que je voulais emmener avec ce sujet. Et en vrai, ça explique tous les autres du coup, mais le point central, c'est oui, il y a différents types de deuil. Et, et pour le cas du deuil après une longue maladie, en fait, c'est comme si on s'était préparé à l'inévitable. Pendant la période où ma tante était en traitement, était à La Réunion, il y a eu des périodes où voilà, on pensait que ça allait aller. Même elle était rentrée à Mayotte, on avait fait un barbecue chez elle et tout, un an d'ailleurs avant son décès. Donc il y a eu des hauts, des bas, c'est comme ça en vrai quand il y a une longue maladie, mais du coup on est passé par plusieurs émotions, mais vers la fin, je pense que on se préparait à vivre ce deuil. Voilà, il y a un moment où les médecins ils vous apprennent qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose et qu'il faut passer en soins palliatifs et essayer d'accompagner la mort comme ils peuvent. Donc voilà, ça nous a laissé du temps en tant que famille pour nous préparer. Mais en vrai, on n'est jamais vraiment préparé, hein.
Moi, j'avais déjà vécu d'autres décès. Voilà, j'ai eu ma grand-mère paternelle qui est décédée quand j'étais très jeune. Je crois que j'étais même pas au collège. Si, j'étais au collège. J'étais au collège, j'étais jeune. J'ai pas trop de souvenirs, vraiment des flashbacks comme ça, mais pas trop de souvenirs. Mon arrière-grand-père aussi était décédé quand j'étais à la fac. J'étais pas là du tout d'ailleurs. Je me souviens juste d'avoir appris la nouvelle. Après, je sais pas comment ça s'est passé l'enterrement, etc. Enfin, gros trou pour moi. Donc, j'étais pas là. J'étais pas présente. Là, c'est vraiment le premier décès où j'étais présente et consciente, je pense, en tant qu'adulte. Et le truc, c'est que, ben, en fait, on s'attend juste à devoir gérer la tristesse, gérer des pleurs, alors qu'en fait, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'autres émotions qui rentrent en jeu. Comme bah, déjà la colère, je pense que c'est l'émotion que j'ai le plus ressentie pendant ces derniers mois. Il y a la culpabilité aussi, on peut regretter certaines choses, de ne pas avoir fait certaines choses aussi. Voilà, ça c'est inévitable, je pense, pour tout le monde. La frustration, le sentiment d'injustice aussi. C'est tout à fait normal, surtout dans le cas d'une maladie, d'un décès soudain. En vrai, dans tous les cas, hein, parce que personne n'a envie de se dire que la mort d'un proche, elle était méritée ou elle était juste. Donc, ouais, il y a un gros sentiment d'injustice. Je pense que pour les personnes qui perdent un parent très proche, il y a aussi la peur. La peur de se demander comment va être la vie du coup par la suite sans cette personne. Il y a cette grosse sensation d'imprévisibilité. Quand on parle du deuil, on entend souvent les différentes étapes du deuil. Je crois qu'il y en a cinq. La première, c'est quoi? C'est le déni. Bah, attendez, je vais chercher. Ouais. Donc, la première étape, c'est le déni. La deuxième, c'est la colère. La troisième, c'est le marchandage. La quatrième, c'est la dépression. La cinquième, c'est l'acceptation. Je suis pas forcément d'accord avec cette manière de classifier le process parce qu'en fait, je me suis rendu compte que même quand tu penses avoir accepté, le déni peut revenir encore, la colère peut revenir encore. Du coup, c'est pas vraiment linéaire en vrai. Je sais pas quels sont les fondements hein, de cette théorie, mais pour moi, c'est pas du tout linéaire. C'est un outil pour interpréter les sentiments qu'on sera peut-être amené à recevoir, mais pour moi, c'est pas forcément des étapes auxquelles il faut strictement se référer pour savoir où on en est dans son deuil. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en fait, même si, je sais pas moi, une semaine après, tu te sens apaisé, voilà, il y a des choses qui vont faire que ça va te rassurer. Tu te dis que quand même, la personne, elle était bien entourée, elle n'est pas morte toute seule. Enfin, plein de choses qui peuvent faire que tu t'arrives à un stade où tu es apaisé par rapport à ce décès. Et un événement dans ta vie où le simple fait d'y repenser, en fait, ça va te renvoyer à des émotions que tu n'avais pas connues ou même à laquelle ou même des émotions auxquelles tu étais déjà familière et tu pensais que tu avais déjà digéré. Du coup, je pense que en vrai, il n'y a pas ce truc de faire son deuil. C'est une expression que j'aime pas d'ailleurs. On fait pas son deuil, hein, on apprend à vivre avec. C'est plus ou moins difficile selon les personnes. Peut-être que là, je suis à un stade où je suis relativement bien et ça va me revenir en pleine face dans 10 ans. Je sais pas. Il y a des événements aussi dans la vie qui vont déclencher des souvenirs ou des choses voilà, qui seront vécues comme un traumatisme. C'est pas linéaire et c'est très relatif. Moi, pour ma part, c'était d'abord une très grosse dissociation, les deux fois d'ailleurs, pour le décès de ma tante et pour le décès de mon grand-père. J'ai vécu une très grosse dissociation parce que bah, la vie continue. Le lendemain, en fait non, le matin où j'ai appris le décès de ma tante, ma mère m'a envoyé un message vers 3h 4h du matin, elle était à la réunion avec elle. Je me suis réveillée, j'ai lu ça à 5h du matin et ensuite je me suis préparée pour aller au travail. Je vais au travail avec ma tante, elle a fait le choix de rester à la maison du coup voilà, pour digérer la nouvelle. Je me suis rendue au bureau avec un autre de mes collègues. Euh, et ce collègue d'ailleurs, enfin aujourd'hui on a un mauvais terme, mais ce collègue, c'est quelqu'un qui est il est très... En fait lui quand il s'agit du travail, on dirait qu'il se met des œillères sur tout le reste. Il veut juste qu'on fasse le taf et qu'on clôture ce qu'on a clôturé. Donc, je vous l'ai appris du coup que j'ai eu un décès dans ma famille. Je lui ai dit que c'était ma tante et tout. Voilà, il était désolé. C'est un Sud-Africain. Donc, il a dit ah, I'm so sorry for your loss. Nanana. Et après, il commence à me parler d'un livre qu'il est en train de lire sur, je crois, sur l'Afghanistan, je crois. Il dit ah oui, tu devrais lire ce livre et tout. Enfin, frère, qu'est-ce que j'en ai à faire en fait?
Et en fait, toute la journée, c'était ça. Je devais continuer à bosser et je pense que j'avais la flemme aussi de dire à ma chef que j'étais endeuillée. Ma chef, ma chef, elle est au Kenya. Donc voilà, tous les échanges, c'est par Teams, etc. Tu réponds aux mails et tout. Et j'avais pas envie de genre lancer un coup de fil pour annoncer ça. Enfin, non, j'ai géré mon truc. Voilà, mes collègues avec lesquels je travaille tous les jours, ils étaient au courant. Euh, ils sont montrés très compassionnés. Ils ont eu beaucoup de compassion. La phase de dissociation, mais j'ai vécu cette phase pendant quelques jours. Parce qu'en fait, on n'a pas enterré directement ma tante. Elle était à La Réunion. Le temps qu'on rapatrie le corps et qu'on fasse l'enterrement, je crois que l'enterrement, il a eu lieu samedi soir. Oui, samedi soir, parce que il n'y avait pas d'autre vol, enfin, c'était très compliqué. Samedi soir, et j'ai pris le lundi, du coup, parce que au vu du lien de parenté, j'avais droit à un jour de congé. Ça aussi, c'est un vrai truc, parce qu'en fait, c'est tellement une dinguerie. Je crois que quand c'est un parent très proche, t'as 3 jours. Je connais pas, hein, je suis pas RH. Quand c'est un parent très proche avec un lien de parenté direct, t'as 3 jours. Moi, comme c'est ma tante, j'avais droit à un jour. Voilà, mais par exemple, pour mon grand-père, j'ai pas pris de congé parce que il n'y a pas de lien de filiation direct déjà avec ma mère. Enfin, en plus, je pense dans les familles Aurès, vous connaissez. Mon grand-père qui a élevé ma mère, c'est pas le père de ma mère. Il y a le père de ma mère aussi qui a élevé ma mère, mais elle a été élevée, elle a vécu avec sa tante et son oncle. Donc quand je dis mon grand-père, en vrai, techniquement, c'est mon grand-oncle, mais who cares? Genre, pour moi, c'est mon papy, hein. Et je trouve ça ouf, en fait, parce que on nous demande de respecter un ordre de priorité, je sais pas trop par rapport à la proximité qu'on a avec le défunt. Mais ça en dit rien sur la nature de notre relation. Et encore, moi, je travaille et je sais que j'aurais pu poser des congés, des RTT et tout, si j'en avais envie, si j'en ressentais le besoin. Mais par exemple, si j'étais à la fac et que j'avais des examens à cette période, en plus, ma cousine, elle devait passer le bac. Comment tu, comment tu m'imposes tous les autres engagements que tu avais dans ta vie, c'est compliqué. C'est ça aussi qui fait que la vie d'adulte, elle est difficile parce que tu as des engagements, tu as des responsabilités et peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu dois les honorer. Après, il y a certains engagements qui peuvent être repoussés, etc. Mais voilà, il y a des deadlines qui sont importantes que tu avais fixées depuis bien avant et tu ne peux pas prévoir que à cette période-là, tu allais perdre quelqu'un. Et tu dois quand même faire ton taf. Tu dois quand même faire acte de présence et faire ce que tu as à faire. Donc c'est dur. Je pense que ça induit en vrai une sorte de crise existentielle. J'ai l'impression que j'ai pas trop vécu ça. Mais en même temps, les premières semaines après le deuil, je m'en connaissais pas trop. Du coup, je sais pas. Je sais pas si il y a un nouveau moi qui a pris place et du coup je suis déjà à l'aise avec le nouveau moi ou je suis redevenue moi-même. Je crois pas qu'on redevient soi-même. J'ai pas l'impression qu'on redevient soi-même. Et une autre chose aussi auquel je m'attendais et qu'en fait non c'est pas du tout ça. Je pensais qu'une fois que j'avais assisté à mon premier enterrement, les autres ils allaient être plus faciles, ils allaient se dérouler pareil. C'est bizarre hein, comme réflexion, mais c'est comme ça que je pensais. Je pensais que voilà maintenant que j'ai fait ça en tant qu'adulte, je suis prête pour la suite, I guess. Pas du tout. Pas du tout. Et la vie me l'a montré 3 mois plus tard, parce que du coup, il fallait faire l'enterrement pour mon grand-père. Et ah, c'était dur. C'était tellement dur. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, franchement. C'était rapide en plus, parce que il y a un protocole à respecter, surtout quand tu es musulman, il y a un protocole qui fait qu'il faut s'empresser d'enterrer ton défunt. Voilà, c'est la tradition prophétique. C'est pas bien de laisser le corps comme ça. On procède directement au nettoyage. Tout s'enchaîne en fait. Et l'idée, c'est de procéder à l'enterrement le plus tôt possible. Donc pour mon papy, il est décédé le soir, c'était un samedi soir, samedi 20 septembre. Et dimanche, fallait déjà l'enterrer. Et en fait, c'était trop bizarre parce que du coup, il est décédé le soir. Ma mère, elle m'apprend ça par téléphone. J'étais un peu perdue. Elle m'explique qu'il a fait un AVC et qu'il y a eu les secours, mais qu'ils n'ont rien pu faire. Enfin, j'entendais, mais je dis, ah, ok. Plus la veille, j'étais partie les voir parce que je revenais de vacances. Enfin, subhanallah. Vraiment le timing.
Je suis revenue de vacances mardi et vendredi, je suis partie voir mes grands-parents et samedi, mon papy il est décédé. Alhamdoulilah. Vraiment, alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de chance. Et en fait, moi qui aime bien prolonger mes séjours, là, j'aurais prolongé mon billet d'une semaine, j'aurais pas été là. C'est un truc de ouf. Samedi soir, faut s'empresser, du coup, je vais chez notre famille. Faut se préparer à accueillir des gens le lendemain. Enfin, toute la nuit, en fait, ça s'est activé. J'y repense, du coup, c'était vraiment lunaire, hein. Vers 22 heures comme ça, je vais chez ma famille, à tout le monde. Je vois ma mamie et tout. Elle parle avec ses sœurs. Je m'assois à côté d'elle, mais c'est comme si j'étais pas là. En fait, j'écoute, mais je suis pas là. Donc, du coup, on trouve des choses à faire. Je crois que je faisais quoi? Je nettoyais des tasses. Je sais même pas ce que je faisais. Bref, en tout cas, on m'avait trouvé une tâche à faire. Et donc, ça a duré comme ça, on enchaînait tout. Jusqu'à 2 heures du matin, j'étais trop KO. J'étais vraiment épuisée. Je suis partie me réfugier dans la voiture. J'ai dormi dans la voiture. Ouais, c'est bon, je me rappelle. Je suis partie me réfugier dans la voiture. J'ai dormi dans la voiture. Parce que je pensais que ma mère, elle allait rentrer à la maison, en fait. Donc, je l'attendais. J'ai dormi et... Ah, trop bizarre. Il y a un fou qui traînait dans le quartier. Et je sais pas qu'est-ce qui a fait que ça m'a réveillée, mais moi j'étais derrière en fait. Je dormais sur le siège arrière, sur la banquette arrière. Les vitres elles sont teintées donc techniquement elle me voyait pas. Mais Tsmaruha, quand je l'ai vu comme ça, il voyait pas à l'intérieur, il regardait pas à l'intérieur, mais je sais pas, il déambulait comme ça, il criait et tout. Je l'ai vu avec une pierre. J'ai eu chaud. Et mon cœur il battait à 100 à l'heure. Et j'ai attendu qu'il passe, j'ai attendu peut-être 5 minutes comme ça qu'il finisse par partir. Et ensuite je suis sortie de la voiture et je suis retournée. Je suis retournée là où on m'attendait. Les autres, ils s'affairaient encore. Ça rangeait la maison. Euh, dans une des pièces, ils procédaient au lavage mortuaire. Tout était très mécanique en fait. Et c'est beaucoup de formalités en vrai, hein. Et je pense que ça a rendu le processus d'autant plus compliqué parce qu'il y avait tellement à faire, même pour l'enterrement de ma tante, il y avait tellement à faire. Parce qu'il y a le jour de l'enterrement, ensuite il y a le troisième jour, ensuite il y a le septième jour, ensuite il y a le 40e jour. Tout ça, c'est des choses qu'il faut préparer. Pour ceux qui ne sont pas maorais, du coup, une fois qu'on a procédé à l'enterrement du défunt, dans notre culture, on va prendre du temps pour se recueillir, faire des prières, des doigts avec les proches. Et voilà, il y a tout un protocole à respecter. Là, la semaine dernière, j'ai enfin compris pourquoi on faisait le 40e jour. Mon oncle il m'a expliqué que le 40e jour, c'est le moment où la tête elle se détache du corps. Information à vérifier, mais voilà. Là, c'est l'un des premiers éléments de réponse que j'ai eu sur le fait qu'on se réunisse 40 jours après l'enterrement. Alors, je vais juste revenir sur deux choses, parce qu'entre-temps, j'ai fait des recherches. Et concernant le fait que la tête du défunt se détache du corps, en fait, on a supposé que l'âme du défunt reste dans la terre 40 jours après le décès. C'est basé sur un hadith qui nous explique que la terre pleure la disparition d'un croyant durant 40 matins. Et la deuxième chose, c'est que le fait de se rassembler et de fêter le 40e jour suivant le décès est une innovation rejetée et blâmée parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, ni ses compagnons, ni leurs vertueux successeurs. On n'est pas censé faire ça. Et apparemment, ça s'apparente à une pratique rituelle des juifs. Donc c'est une tradition des juifs, mais nous, on n'est pas censé les imiter. On ne fait pas partie de ce peuple. Concernant tout ce qu'on fait en faveur du défunt après son décès, ce qui est autorisé, c'est le fait, par exemple, de réciter le Coran et en dédier la récompense en faveur du défunt. Ça, c'est autorisé. Donc, Allahu A'lam, moi, je partage les résultats de mes recherches, mais c'est pas une fatwa, hein. C'est des réponses sur des forums musulmans. Je vous mets les liens. Mais voilà ce que j'ai trouvé. Il y a beaucoup de choses à préparer, ça demande beaucoup d'argent aussi, beaucoup de logistique, enfin, travail domestique en fait. Je vous renvoie à mon précédent épisode. Et tu dois faire tout ça pendant que tu pleures ton défunt. Franchement, t'es là, tu fais la vaisselle et tout, t'es dans tes pensées, c'est dur. Limite, je préfère les moments où, vas-y, faut cuisiner, t'es avec d'autres gens et tout, vous parlez, tout ça. Où vous échangez des souvenirs, des anecdotes avec la personne, des anecdotes au sujet de la personne qui est décédée. Et ça, je trouve que ça fait du bien. Ça te permet de te rappeler de bons souvenirs et de
vivre plus décemment le deuil. Une autre chose qu'on a fait aussi, et ça c'était le, le soir de l'enterrement, non, je sais plus, 3 jours, le troisième jour, on a dormi chez ma tante. Avec toutes mes tatis, on est resté dormir chez elle. Elle habitait à Cagny. Donc on est resté dormir à Cagny, tout ensemble dans sa maison. Ça nous a fait du bien, on a parlé d'elle, on a beaucoup rigolé. C'était pas triste en fait. Et c'était hyper réconfortant pour moi parce que j'étais avec ben, toutes mes tatis. Mes tatis, c'est comme mes mamans, hein. Toutes les sœurs de ma mère, c'est des deuxièmes mamans. Du coup, c'était grave réconfortant, j'en avais vraiment, vraiment besoin. C'est là, du coup, que j'ai posé mon jour de congé. Lundi, on n'a pas été travailler. Et on en avait besoin. On en avait vraiment besoin. Et je comprends, en fait, pourquoi ça fait partie de notre culture de se recueillir dans la maison du défunt. Je sais pas si dans d'autres sociétés ça se fait, mais voilà, ça, je trouve que c'est bien. Et je sais pas, c'est pas trop dans notre religion de parler de présence d'une personne morte, mais t'es dans sa maison, dans l'endroit où elle a vécu, il y a ses affaires. En fait, c'est réconfortant. Et c'est là où je reconnais que j'ai vraiment eu beaucoup de chance bah, d'avoir été avec mes proches, d'avoir été entourée. C'est une yama de fou. C'est une yama de fou parce que j'aurais pu vivre cette épreuve en étant à l'étranger toute seule. Je pense à ma cousine qui n'était pas là quand il y a eu le décès. Elle allait rentrer à Mayotte en plus quelques jours après. Je crois qu'elle allait rentrer à Mayotte une dizaine de jours après. Donc elle n'a pas pu être là. Elle a dû faire son deuil toute seule, Miskine. C'est tout le temps téléphone avec elle et ouais, j'avais de la peine qu'on me voit là, sauf parce que là où moi j'avais du réconfort dans le fait d'être accompagnée par mes tantes, ma mère était là et tout, j'étais ok. Bah, elle, quand on raccrochait, elle devait continuer sa vie, hein. Je pense qu'elle a dû vivre un grand moment de solitude. Après, elle n'était pas toute seule, elle était avec son mari, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que d'être avec sa famille qui traverse le même deuil. Je pense que ça lui aura fait beaucoup de bien. Après, elle est rentrée, du coup, alhamdoulilah, elle rentrait dans les 10 jours qui suivaient, donc bah, elle a pu être avec nous quand on a fait le 40e jour. Mon temps pour me recueillir avec mes proches, c'était quand j'étais avec mes tantes, et après, fallait vivre son truc, quoi. Mais souvent, quand même, j'appelais ma cousine, ou j'en parlais avec mes tantes, avec ma mère. Et c'était souvent des anecdotes sur ma tati, sur les circonstances de son décès. Pareil pour mon papy. On a beaucoup parlé de qui il était en tant que personne. Ça aide. Ça aide vraiment. Et en fait, faut pas se mettre de deadline quand on gère son deuil. Il faut vraiment prendre son temps. On prend les jours comme ils viennent, je pense. Et vous attendez pas à ce qu'il y ait une durée précise dans le temps d'ici laquelle vous aurez fait le deuil. Non, vous apprenez juste à vivre chaque jour avec ce petit point noir là qui vous rappelle qu'il manque quelqu'un, il manque des gens et c'est pas grave. On espère que là où ils sont bien. C'est pour ça que du coup t'en profites pour faire des doigts, tu demandes à Allah qui leur accorde sa miséricorde, tu demandes à ce qu'il leur facilite l'épreuve de la tombe. Et je pense au-delà des autres aussi, on a grave cette pression qu'on s'impose à soi-même d'être de nouveau OK, d'être présent et de dire que ça va, de sourire, en fait, de pas plomber l'ambiance. Je pense que c'est ça aussi. Je me forçais pas non plus, enfin moi, franchement, je suis pas quelqu'un qui sait cacher mes émotions dans tous les cas, donc quand j'étais en pause déj ou quoi, je parlais pas trop, j'étais pas d'humeur en fait, j'avais pas envie. Je faisais pas d'efforts en vrai. Et c'est important que les gens autour de toi, ils le prennent pas mal. C'est important que ce soit pas des personnes qui vont te presser à faire ton deuil et à passer à autre chose et tout. C'est d'une violence en vrai. Moi, je pense que si j'étais avec des gens qui me... Je pense que si ça avait été le cas pour moi, que j'étais entourée de ce genre de personnes, mais ça allait tellement sauter. Et j'en ai tellement rien à faire. Je prends mon temps en fait. Quelques semaines après, j'ai croisé une copine à moi. Elle aussi, elle venait de perdre son oncle. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et bah, on en parlait du coup, parce que bah, c'était suite à une maladie, elle aussi. C'était des circonstances un peu similaires en fait à ce que j'avais vécu.
Ah, j'avais la gorge tellement nouée, j'avais les larmes aux yeux, je me retenais vraiment. J'essayais de trouver des paroles réconfortantes parce que pour elle, c'était encore plus frais. C'était pas facile. Et le pire, c'est que je l'ai croisée par pur hasard. Je marchais pour rentrer chez moi. J'ai croisé à la rue du commerce. Donc voilà, on échangeait des banalités et tout. Puis elle m'apprend qu'elle a eu son décès, tout ça, et elle hésitait à se rendre auprès de sa famille. Enfin, bon. Euh, donc je lui ai dit que ça lui ferait du bien. Et je lui ai rappelé que moi, ce qui m'avait aidé, c'était le fait d'être entourée, d'être avec mes proches, de vivre ce deuil en fait en communauté. Voilà, je lui ai donné ça comme conseil. J'espère qu'aujourd'hui elle va bien. Je lui envoie un message, tiens, quand je finis d'enregistrer. Autre conseil aussi que je m'étais noté, donc le fait de ne pas se fixer une durée de temps, faut pas s'empresser de prendre de grosses décisions. Je sais que avec le deuil, on a grave un sentiment de perte de contrôle. En fait, on a l'impression qu'on ne contrôle rien. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est de s'empresser de prendre des décisions hyper hâtives, surtout des décisions qui sont limite irréversibles, alors que ben, en vrai non, à ce moment-là, t'es pas bien. Donc en fait, faut que tu prennes du temps pour toi et que tu continues à vivre jusqu'à ce que tu te sentes suffisamment à l'aise, t'aies les idées un peu claires, là tu pourras réfléchir à est-ce que il est temps pour toi de déménager ou pas. Moi de toute façon, moi il suffit d'un rien pour que j'ai envie de déménager, mais et après le décès de ma tante là, j'avais tellement de was-was. J'étais en mode, mais de toute façon, j'ai pas envie d'être ici, je serais mieux si j'étais je sais pas où. Et juste après, du coup, j'ai voyagé, j'étais partie au Kenya, et ensuite je suis partie à Oman. Voilà, je me suis un peu ressourcée et tout, puis je suis rentrée tranquillement, quoi. Heureusement que j'ai pas pris la décision de plier bagages et déménager à l'autre bout du monde. Je pense que c'était pas le moment de toute façon. Voilà, là pareil, je suis encore en grosse réflexion. J'ai tout le temps envie de partir en vrai. Je pense que je suis profondément nomade en fait. Je suis pas faite pour la sédentarité, je suis faite pour un train de vie qui me permet de tout le temps bouger. Bref, donc ouais, éviter de prendre de grosses décisions qui peuvent être irréversibles. C'est pas le moment de faire un tatouage, c'est pas le moment de déménager, c'est pas le moment de se marier. Calmez-vous en fait. Ce que vous pouvez faire aussi, écrire une lettre au défunt pour lui parler. Voilà, c'est pour vous hein, que vous le faites pour lui parler, lui dire des choses que vous n'avez pas pu lui dire avant. Il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont envoyer des messages sur le numéro de la personne ou appeler pour entendre le répondeur et entendre la voix de la personne. Voilà. Si c'est des choses qui peuvent vous faire du bien, faites-le. C'est pas bizarre du tout. Et vraiment, il faut enlever ce sentiment de honte en fait vis-à-vis du deuil. Chacun fait son deuil comme il peut, hein. C'est dur. Tout le monde sait que c'est dur et tout le monde fait son deuil d'une manière bizarre peut-être, mais voilà, c'est ce qui aide, c'est ce qui va aider la personne qui reste ici. Donc moi je suis quelqu'un, je suis de l'avis qu'il ne faut pas y mettre de jugement et qu'il faut être égoïste d'ailleurs sur la manière dont on fait son deuil. Après quand je dis égoïste, en vrai c'est plus, je dirais c'est plus avoir de la compassion pour soi. Ne pas se mettre de pression et accepter qu'en fait là on est en train de changer et on a peut-être même perdu une partie de nous qu'on va jamais retrouver. Et c'est pas grave, c'est ok. Et c'est un événement qui va structurer le restant de ta vie. Et ce sera pas un événement isolé, on sait qu'on va vivre d'autres deuils. Donc voilà, faut juste en fait s'accorder du temps et s'accorder de la compassion. Il y a le sujet du fait de pleurer. Moi, pour le décès de ma tante, j'avais pleuré. Ouais, les premiers jours, j'avais pas pleuré. J'avais pas pleuré, ça sortait pas. Je me forçais pas non plus, hein, mais juste ça venait pas. Et il a fallu que ce soit le jour de l'enterrement, quand j'ai enfin vu ma cousine, sa fille aînée. Elle est là avec sa sœur et je la prends dans mes bras. Et direct, ça vient, je ne peux pas m'empêcher. Pourtant, je m'étais mis la pression, je voulais pas craquer devant elle, mais je sais pas. C'est le fait de la prendre dans mes bras, ça m'a déclenché en fait et j'ai un peu pleuré. Après, je me suis reprise, j'ai respiré, tout, j'ai pris de grandes respirations. J'ai essuyé mes larmes et puis voilà, on a repris le cours de la journée. Ensuite, on a eu l'enterrement. J'ai pas pleuré au moment de l'enterrement. Je crois que j'ai pas repleuré jusqu'à l'enterrement de mon papy. Là, j'ai tout sorti. Au moment où il fallait dire au revoir aux défunts, vous savez, quand tout le monde est autour comme ça et qu'on lit, on lisait quoi, la Fatiha? Je crois qu'on lisait la Fatiha. J'arrivais pas. Franchement, je le voyais là, il y avait tout le monde autour et tout, il y avait ma famille, tout ça. Il y en avait qui pleuraient, mais
Je pouvais pas rester là, je suis sortie pour pleurer. Ma mère, elle m'a rattrapée. Je suis revenue, du coup, j'ai pleuré dans les bras de ma mère. Ouh, et ça a duré, hein. Ça a duré, mais ça m'a fait du bien. Je pense que j'ai pas juste pleuré pour mon papy, je pense que j'ai pleuré pour ma tati aussi. Parce que je m'étais pas donné l'occasion, en fait, de le faire. C'est maintenant que je réalise, hein, je m'étais pas donné l'occasion de le faire. Ouais, donc voilà, c'est important de le faire en vrai, ça fait du bien, c'est important pour notre corps de libérer tout le stress, toutes les choses qu'on a accumulées en fait. Et le fait de pleurer, ça va tout libérer, ça va vous détendre, ça va... C'est quoi que ça libère? Ça libère de l'oxytocine là? Je sais plus c'est quoi que j'avais lu. Ça libère, ouais, ça libère des endorphines et de l'oxytocine. Du coup, ça vous permet de vous apaiser et de vous sentir beaucoup mieux une fois que vous avez pleuré, donc faites-le. Il y a une chose aussi que les gens ils aiment trop dire quand il y a des enterrements, genre ouais, c'est pas bien de pleurer et tout, mais si c'est bien de pleurer, on a le droit de pleurer. Ce qui est pas bien, c'est de se lamenter. Ça, c'est une chose qu'on nous a interdit. Les larmes, c'est pas interdit. Tant qu'on n'est pas dans un état de lamentation comme les mécréants ils le faisaient à l'époque avant le prophète, là oui, c'est pas bien, mais sinon tu peux pleurer en fait. Tu t'as perdu quelqu'un. Notre Dieu, il est miséricordieux. Notre Dieu, c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pourquoi est-ce qu'il nous empêcherait de pleurer alors qu'on a perdu un proche? Vous voyez pas que c'est grave incompatible avec ce qu'on nous apprend de l'islam? Bien sûr qu'on peut pleurer. On peut pleurer, on peut être triste. C'est difficile à digérer, donc non, 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 non. Si vous entendez des gens dire ça à un enterrement, faut les recadrer, hein, c'est pas interdit de pleurer. Ça, c'est un truc qui m'énerve vraiment parce qu'il y a grave en fait des injonctions par rapport au deuil, il y a grave une éthique par rapport au deuil. J'aime pas du tout ça. Et je trouve que les gens manquent cruellement d'humanité en fait parce que tout le monde sait à quel point le deuil c'est difficile. Mais vous pouvez pas vous dire que chacun gère comme il peut. Voilà, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, qui ont besoin du coup de pleurer un bon coup, qui ont besoin d'extérioriser. Enfin, non, en fait. J'avais demandé en plus hier, quand j'ai annoncé que j'allais faire le sujet, j'ai ouvert une boîte à questions. Voilà, j'ai demandé à ceux qui me suivaient sur Instagram s'ils avaient des questions qu'ils voulaient que je mentionne ou s'ils avaient des points qu'ils voulaient que je mentionne pendant mon épisode. Et il y a quelqu'un qui m'a dit le manque d'humanité. On ne sait pas accueillir et gérer les émotions dans ces moments-là. Franchement, c'est ça. Manque d'humanité incroyable et je trouve ça tellement indécent en fait. La pression qu'on met aux personnes qui sont endeuillées, aux familles qui sont endeuillées, même dans les préparatifs, on doit, euh, on doit être prêt à accueillir tout le monde, à nourrir tout le monde, mais on est au service des autres en fait constamment. Et en fait, à quel moment les gens vont faire des choses pour nous soulager, nous qui portons ce deuil? Je trouve ça complètement lunaire en fait. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, en tant que Maoré, que. C'est pas que les Maoris en vrai, les Africains ils font grave ça. Je sais pas pour les Européens, mais je sais qu'en tout cas c'est quelque chose qu'on partage avec les autres cultures africaines. Cuisiner, s'assurer en fait que les gens puissent venir nous accompagner dans notre deuil et qu'on puisse les accueillir dans de bonnes conditions, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et non, moi pour moi je suis pour le fait que ces personnes-là justement, elles devraient avoir cette humilité et cette compassion de se dire, ben, on va leur faciliter la vie, on vient les aider. Il y a beaucoup de gens hein, qui viennent aider, qui viennent cuisiner, etc. Mais en fait, la pression elle repose dans tous les cas sur la famille endeuillée. Et ça, j'aime pas. J'aime pas et bon, je pense pas qu'à moi toute seule, je suis en mesure de faire en sorte qu'il y ait un changement au niveau sociétal, mais je trouve que c'est à revoir. C'est pas bon du tout. Euh, Elle a dit quoi? Elle a dit l'égoïsme aussi, la bouffe, le regard des gens, les remarques déplacées. Franchement, c'est vrai. C'est dommage parce que tu peux voir le meilleur des gens, ça peut rapprocher. Un deuil, ça rapproche des familles, mais ça peut créer aussi des gros conflits, des divisions stupides, des divisions sur des sujets stupides. Et je pense que c'est par manque de compassion justement avec soi-même et avec les autres qu'on en arrive à là. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Après, l'humain est comme il est. Comme je vous l'ai dit avant, de toute façon, l'une des émotions qui sont vraiment prévalentes dans le deuil, c'est la colère. Moi, je suis quelqu'un, j'adore la colère. Vraiment, j'ai fait, j'ai accepté, hein, il y a quelques jours, j'ai réalisé qu'en fait, moi, la colère, ça m'anime de fou. J'aime être en colère. J'aime me dire que je suis en contrôle, en fait. Pour moi, la colère, c'est une émotion noble parce que tu... c'est l'émotion qui va faire que tu vas te respecter. C'est l'émotion qui va faire, en fait, que tu vas rien laisser passer. Je pense que la colère, elle te permet d'être digne. Il y a une guêpe là, depuis tout à l'heure, je sais pas comment je vais faire pour la faire sortir. Je vais la laisser faire sa vie, je pense.
Ouais, donc moi la colère j'adore. Je préfère être en colère qu'être triste. Et en vrai je pense aussi c'est parce que j'ai pas envie d'être faible. La tristesse c'est un sentiment faible, alors qu'en vrai non, c'est pas le cas du tout. Mais voilà, je pense que du coup je préfère, j'ai aucun mal et je suis à l'aise avec le fait d'être en colère parce que ben je reprends le contrôle quelque part. Donc forcément si du coup toi t'es quelqu'un qui est en colère, d'autres gens dans ta famille aussi ils ont ce truc et ils savent pas comment extérioriser, bah des fois ça peut amener à des situations conflictuelles malheureusement. Quand elle dit égoïsme, je comprends ce qu'elle veut dire. Moi je trouve que l'égoïsme c'est important dans la gestion du deuil, mais je pense que quand elle dit égoïsme c'est plus dans le sens manque de compassion envers les autres. Euh, Elle dit quoi? Le regard des gens, les remarques déplacées aussi, ça aussi franchement. C'est un vrai sujet, ça je me l'étais noté en plus dans mon journal. J'avais écrit quoi? J'avais écrit, tout le monde sait que le deuil c'est difficile, mais personne n'a l'empathie nécessaire pour ne pas faire de jugement. Alors qu'en fait, on sait que le deuil c'est bizarre, chacun réagit d'une manière différente, qui peut paraître bizarre pour les autres, mais c'est la manière la plus appropriée pour la personne qui subit le deuil. C'est vrai que on s'attend à ce que quand on est endeuillé, ben, on soit très sobre dans la manière dont on s'habille, dont on se présente, faut pas trop rigoler trop fort, faut pas être excessif en fait dans ce qu'on fait, porter des tenues sobres, etc. Bon, moi j'aime pas trop. Je trouve que c'est grave de la performance en fait, laisser les gens gérer le deuil comme ils veulent. Mais d'un autre côté, en tant que société, ça a du sens qu'on ait ce genre de d'attente parce que c'est aussi de la protection par rapport aux personnes qui sont endeuillées. Parce que quand tu es endeuillé, tu es très vulnérable. T'es pas forcément. On va dire, t'as pas forcément toute ta tête à ce moment-là. Du coup, je pense que ces injonctions-là, c'est pour protéger les personnes contre elles-mêmes, contre bah, toute décision un peu voilà, excessive qu'elles pourraient prendre. Je comprends, mais la manière dont on le manifeste, encore une fois, dans notre société mauraise, c'est avec un gros manque de compassion pour les autres. Donc pour moi, s'il n'y a pas la compassion, même si l'intention elle est noble, hein, mais s'il n'y a pas la compassion avec cette intention, ça va pas. Ça veut dire en fait, tu veux pas commencer à dire ouais, mais moi je comprends pas, elle a perdu quelqu'un, mais elle est dehors, elle porte des mèches, elle fait tichini. C'est vraiment, je trouve il y a d'autres chats à fouetter en fait, vraiment. À la rigueur, tu te dis, je m'inquiète parce que voilà, j'ai l'impression qu'elle fait des choses qui ne lui ressemblent pas. Et tu vas voir la personne, ou alors tu envoies quelqu'un qui est plus proche de cette personne pour lui parler. Là, c'est tout à fait noble. Là, tu as agi avec de la compassion, tu as agi avec bienveillance. Mais parler à tout le monde, sauf à la personne concernée, de ses comportements indécents parce que soi-disant, elle respecte pas le deuil, je trouve ça grave. Franchement, je trouve ça grave et je trouve que c'est un manque d'humanité. Clairement. Et ça fait écho aussi à une autre chose qu'une autre personne m'a dit aussi. Elle a dit, le deuil chez moi peut paraître spécial, mais ma famille est très joviale et pendant un deuil, au bout de quelques jours, on peut rigoler et je ne trouve pas cela gênant. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça me rappelle d'ailleurs quand on préparait l'enterrement de ma tante. On était en train de... On faisait du poulet, je crois. On était en train de découper le poulet et de le nettoyer. Et donc, on était avec mes tantes. Elles faisaient d'autres choses autour. On était tout ensemble et on parlait de ma tante qui est décédée. Du coup, on racontait des anecdotes. Voilà, c'était quelqu'un de très très drôle, hein. Ma tante, elle était hilarante. Dans ma barrique, vraiment un humour. Et du coup, donc voilà, on racontait des choses et tout. Et bah forcément, on éclatait de rire. Ça nous faisait du bien et on voyait des regards quand même. Parce que du coup, on est censé être en deuil. Voilà, rahmachanga, kelezma, bananchate, kaltezo, ouais, ok. Ok, et du coup, on essayait quand même de keep it down, de pas être trop bruyante, mais voilà, on parlait d'elle, on parlait en bien, et c'est pas mauvais en vrai, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'était quelqu'un de bien, donc elle a fait des choses bien, elle nous a apporté de la joie, elle nous a apporté du bonheur. Donc voilà, pour moi c'était une manière d'honorer sa mémoire finalement. Donc non, moi je suis d'accord, c'est pas gênant du tout. Ça peut être gênant pour d'autres personnes, voilà, moi je respecte. Pour d'autres personnes, en fait, elles ont besoin de sentir que tout le monde est triste et tout. Je comprends, je comprends aussi. Ok, une autre chose aussi, j'avais écrit quoi? Ah oui, voilà. J'avais écrit quand on perd un parent, on devient orphelin, quand on perd un époux ou une épouse, on devient veuf. Mais il n'y a pas de mot pour désigner celui ou celle qui perd un ami, celui qui perd
tante, celui qui perd une cousine, celui qui perd un collègue. Toutes les autres personnes, en fait, pour qui le défunt a compté, elles n'ont pas de statut. Et c'est vrai que d'un côté, c'est grave stigmatisant d'avoir ce statut de orphelin, d'avoir ce statut de veuf. Hein. Je pense que ça doit être dur à porter. Et on doit ressentir un peu une sorte de... Je pense qu'on le voit de toute façon dans le regard des autres, il y a grave de la pitié en fait des gens. Je pense que c'est pas mauvais. Je pense que c'est naturel, c'est par empathie aussi que les gens ils ont de la pitié. Donc voilà, je pense pas que ce soit de mauvaises émotions. Et du coup, quand t'es pas la personne directe, quand t'es pas l'enfant ou l'époux ou la sœur, t'as un lien, il est proche mais il est un peu distant, t'as pas de statut en fait, et t'es presque illégitime un peu dans ton deuil. Enfin, je sais pas dire illégitime, illégitime c'est un mot fort. En tout cas, t'es pas prioritaire, on va dire, dans le deuil. J'essayais d'être forte vis-à-vis de ma cousine, je voulais pas en fait. En fait, je voulais lui laisser la place pour qu'elle vive son deuil. Elle a jamais demandé ça, hein, vraiment, c'est pas quelque chose elle s'attendait pas à ça de nous et elle a jamais demandé ça. De toute façon, enfin, c'était notre tati autant que c'était sa maman, donc elle a jamais eu cette intention-là. Mais je sais que naturellement, je voulais qu'elle ait toute la place en fait. Et sauf que bah du coup, je me suis un peu mise de côté. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai fait mon deuil un peu tardivement aussi. Je me suis un peu mise de côté. Et c'est que quand je discutais avec mon autre cousine du coup que voilà, je pouvais en parler un peu plus librement et je me bridais moins, quoi. Mais je sais pas si c'est une bonne chose. Je pense que naturellement, du coup, on a cette retenue, mais en vrai, faut pas. Faut pas. Et il n'y a pas de priorité dans le deuil, hein. Il n'y a pas de priorité, comme je vous l'ai dit. De toute façon, chaque relation son deuil. Du coup, tu peux pas t'attendre à réagir d'une manière bien définie parce que, voilà, en raison de ton statut, etc. Non, en fait. Chacun vit comme il peut. Et surtout, laissez pas les gens vous faire culpabiliser de la durée que ça prend de faire votre deuil. Faut pas que vous laissiez les gens vous presser dans votre chagrin. T'as le droit d'avoir du chagrin pendant 1 an, pendant 2 ans, toute ta vie même, c'est possible. Tant que ça te consume pas, c'est ok en fait. Là où je suis pour une intervention des proches, je suis pour une intervention de l'entourage, c'est quand on arrive à un point où on prend des décisions qui sont autodestructrices. Par exemple, on peut tomber dans l'addiction, voilà, on peut prendre des décisions qui sont néfastes pour notre bien-être parce qu'on n'est pas, mentalement, on va pas bien. Là, ok, je comprends la nécessité de l'intervention des proches, mais par contre, c'est pas à eux de vous dire à partir de quand vous devriez avoir fait votre deuil, à partir de quand vous devriez avoir géré ça. Non, 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 faut prendre son temps. Vraiment, faut laisser personne venir vous polisser vos émotions, polisser vos réactions. Non, vraiment pas. J'avais noté quoi aussi? J'avais écrit, ah oui, la vie après le deuil. Bah, au début, c'est bizarre parce qu'en fait, il y a eu l'annonce, le moment où tu as compris que la personne était décédée. Et ensuite, à chaque fois que tu vas repenser à la personne, à chaque fois que tu vas repenser à la personne ou que tu auras envie de partager quelque chose avec elle ou, je sais pas, des pensées qui vont faire que tu repenses du coup à cette personne et tu réalises de nouveau qu'elle est plus là. C'est comme revivre en fait la première annonce à chaque fois. Je sais pas comment expliquer. Genre, en fait, tu vis pas l'annonce du deuil une seule fois. À chaque fois que tu vas repenser à la personne, tu vas ressentir le manque et l'absence. Et pour moi, en fait, c'est ça qui va faire que le deuil, c'est sur une longue durée. C'est pas juste tu digères ton deuil pendant 2 3 mois et puis c'est bon. Non, en vrai, moi, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose d'important dans ma vie, je vais penser à ces personnes qui ont compté. C'est normal et c'est une bonne chose en vrai parce que ça permet aussi d'entretenir la mémoire du défunt. Je pense que c'est une très bonne manière de les honorer en fait, de se rappeler qui ces personnes elles étaient, de se rappeler qu'on les aimait. C'est une chance en vrai de revivre ces souvenirs, c'est une chance. C'est une chance et limite ma plus grande peur en fait c'est d'oublier. C'est d'oublier le son de leur voix, oublier un peu les visages. C'est un risque. Bon après maintenant, voilà, on a les téléphones et tout, on prend des photos, on enregistre des vidéos et tout. Du coup, on a toujours des souvenirs avec nous et Dieu merci en vrai pour la technologie parce que je sais pas, hein. Je pense qu'on ne devrait pas se débarrasser de ces sensations de vide et de manque un peu. Je pense qu'au contraire, il faut chérir ce sentiment et il faut l'entretenir aussi. Et même pas dans le sens se morfondre et tout, mais plus dans le sens
Elle me manque parce qu'elle a compté. Ou il me manque parce qu'il a compté. C'était quelqu'un d'important, c'était quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a eu un bon impact dans ma vie. Donc c'est normal en fait que son absence, elle soit douloureuse, mais c'est une bonne chose. C'est vraiment important de faire ça dans cette démarche, d'honorer la mémoire de la personne qui est décédée. Et j'avais trouvé deux citations qui m'avaient vraiment marqué. Je vais vous les lire. La première, c'était: il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absences dans la mémoire des vivants. Ça, c'est Jean Thomerson. Et ouais, c'est c'est beau en vrai parce que du coup, même si la personne n'est plus ici matériellement, mais en fait, elle existe encore. Elle existe encore dans nos cœurs, elle existe encore dans nos paroles. Tu verras cette personne sur le visage de ses enfants. Du coup, voilà, en fait, ça me permet d'atténuer la peine et elle se remplace naturellement en vrai par de la gratitude. Et c'était quoi l'autre citation? C'était le deuil, j'ai appris, n'est en réalité que de l'amour. C'est tout l'amour que vous voulez donner, mais que vous ne pouvez pas. Tout cet amour non dépensé se rassemble dans le coin de vos yeux, dans la boule de votre gorge et dans cette partie creuse dans votre poitrine. Le chagrin n'est qu'un amour sans nulle part où aller. Jamie Anderson. La citation a été mise en anglais, mais franchement, c'est vraiment ça. C'est de l'amour en vrai. Le deuil, c'est de l'amour. C'est aussi pour ça que je n'aime pas parler des personnes qui sont mortes au passé. Pour moi, c'est comme si on n'entretenait plus leur existence. C'est comme si on parlait d'une chose qui, tu vois, qu'on était passé à autre chose. En fait, j'aime pas. Et je pense que c'est reconnaître le caractère définitif de leur absence finalement de parler au passé. Et j'aime pas. J'ai beaucoup de mal avec ça. Bon, enfin, comme c'est comme ça qu'on parle en français, bah, tu le formules comme ça. Mais dans ma tête, ça sonne pas bien. J'aime pas dire elle était, elle est. Parce que bah, du coup, c'est des qualités que. Enfin, quand je pense à ma tante, hein, je veux dire, mais c'est des qualités que je vois encore chez les autres. C'est des qualités que je retrouve chez moi aussi. Du coup, je me vois pas dire elle était. Genre, typiquement, un truc que j'avais écrit dans mon journal, j'avais dit tant qu'on n'a pas rencontré les personnes qui m'aiment, on ne me connaît pas. Toutes les personnes qui rentrent dans ma vie, après ça, n'auront jamais eu la chance de les rencontrer. Et pour moi, c'est comme s'il y avait un trou, je ne suis pas complète. En fait, ce que je voulais dire par là, c'était que euh, ma tante, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Elle avait une forte personnalité, Allah Mabalik. Beaucoup d'humour et elle était très tranchée dans sa manière de parler, dans ses opinions, tout ça. Et c'était quelqu'un de très aimant aussi. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui, pareil, j'apparais comme quelqu'un de très tranché, limite dur. Et ça fait peur un peu aux gens, des fois, je pense. Ce que j'ai envie d'implémenter, en tout cas dans ma vie, c'est d'apprendre à être aussi aimante qu'elle est, d'apprendre à être aussi aimante, de chérir les gens. Vraiment, quand t'es avec elle, tu sens vraiment que t'étais important, quoi. Elle avait cette manière de parler, douceur, vraiment. Et pourtant, en fait, je pense que si tu la connais pas, tu dirais pas qu'elle était comme ça parce qu'elle était très. En fait, je pense que c'est parce qu'elle était très expressive. Du coup, dès qu'elle aime pas, tu le vois direct sur son visage ou elle le dit, tu vois. Donc, mais non, c'est quelqu'un de très aimant. Elle aimait beaucoup sa famille. Elle nous aimait beaucoup, beaucoup. Elle nous disait tout le temps qu'elle nous aimait. Je pense que du coup, il faut que je prenne la qualité de mes défauts, c'est-à-dire que, ok, je suis très expressive sur ce que j'aime pas, mais ça veut dire que quand j'aime, il faut que je sois expressive aussi. S'il y a une chose que je peux garder, du coup, c'est apprendre à bien chérir les autres tant qu'ils sont là. En fait, la facilité que j'ai à exprimer mon mécontentement, il faut que j'ai cette facilité pour exprimer ce que j'aime, pour exprimer mes sentiments, quoi, d'être vulnérable avec les gens. Je sais être vulnérable, hein, j'ai pas de soucis, mais je pense que je le fais pas trop quand c'est des émotions positives. J'ai pas de mal à exprimer mon mécontentement, je pense que tout le monde le sait. J'ai pas de mal à exprimer quand je suis agacée. Enfin, je suis très à l'aise avec ça. Par contre, quand j'aime, quand je suis, je sais pas, reconnaissante ou quoi, je le fais, mais je déborde pas assez d'amour, je pense. Donc, si je pouvais prendre quelque chose d'elle et continuer à entretenir sa mémoire, ce serait en apprenant à être quelqu'un de plus aimant avec les gens et d'apporter plus de douceur en fait dans la vie des autres. Et si je devais raconter aussi une anecdote de mon papy, je pense c'était quelqu'un, il parlait pas beaucoup. Il parlait pas beaucoup, il parlait peu. C'est pas qu'il était silencieux ou quoi, il était juste en fait il parlait pas pour rien. C'était quelqu'un de réfléchi et ses prises de parole elles étaient toujours mesurées.
Et je pense que si je peux prendre ce trait et l'implémenter dans ma vie de tous les jours, ça ne pourrait être que bénéfique. Une autre chose aussi qu'il faisait beaucoup, il faisait tout le temps son zikr. Vraiment, tu penses à mon papy, tu penses à Rabbi Touban Laïna, il disait tout le temps ça. T'es là, il passait Rabbi Touban Laïna, Rabbi Touban Laïna, Astaghfirullah, Astaghfirullah, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'espère que ce sera source d'une grande récompense pour lui parce que vraiment, quand je fais mon zikr, je pense toujours à lui. Et aussi, quand je dis que tant qu'on n'a pas rencontré des personnes qui, même, on ne me connaît pas, ça, c'est un truc que je dis tout le temps, c'est qu'en fait, si vous pensez que je suis une personne géniale, mais attendez de rencontrer mes tantes. Franchement, attendez de rencontrer ma mère, attendez de rencontrer les sœurs de ma mère. Ça, c'est vraiment, je pense que je suis juste un condensé de toutes leurs qualités. Bon, non, j'exagère, non. Mais je pense que mes qualités, du coup, c'est un condensé de toutes les choses qu'elles m'ont transmises qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et moi, si je suis quelqu'un d'intègre, c'est parce que les femmes autour de moi, elles étaient intègres. Si je suis quelqu'un avec un sens de l'humour, voilà, qui plaît, bah, c'est parce que les femmes de ma famille, même mes oncles et tout, tout le monde est très très drôle. Du coup, en fait, je me dis que c'est des qualités, c'est des attributs que j'ai, mais en vrai, tant que vous n'avez pas vu la source, vous pouvez pas me connaître, vous pouvez pas savoir qui je suis, vous pouvez pas savoir que je suis comme ça, tant que vous n'avez pas vu d'où je tiens ça. Du coup, voilà, quand je pense à ça, je me dis, ah purée, autant ma mère, ben, j'ai des copines, voilà, elles ont eu la chance de rencontrer ma mère et tout, et elles la trouvent géniale. Mais c'est des personnes qui, bah, elles auront jamais eu l'occasion de rencontrer ma tante. C'est pas tout le monde qui aura l'occasion de rencontrer les proches qui m'ont shape, qui ont fait de moi qui je suis. C'est pour ça aussi qu'en tant que bah, personne vivante, c'est à nous d'avoir cette responsabilité d'entretenir la mémoire de ces personnes et d'honorer les personnes qu'elles étaient, le bien qu'elles ont fait, de rappeler les bonnes actions qu'elles ont faites. C'est super important. De toute façon, c'est ce que la religion nous apprend, hein. Et aussi, je voulais mentionner quand même le fait que la mort, c'est toujours un rappel vis-à-vis de la religion. Ça, je pense que c'est le rappel le plus évident pour tout le monde. Quand quelqu'un meurt, il faut dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournons. C'est un rappel vis-à-vis de la dunya qui est éphémère. On sait qu'on nous a mis sur terre, qu'on va retourner à Dieu. Dans tous les cas, la mort, c'est une chose certaine. Et ça peut faire peur, mais moi, comme je vous l'ai dit, de toute façon, moi, la mort, je trouve ça rassurant aussi. Donc, je suis très à l'aise avec ça. Et pour moi, la seule chose que je trouve vraiment inquiétante, c'est le timing de la mort, parce qu'il n'y a que Dieu qui le connaît. Et c'est à nous, en fait, de faire en sorte que tant qu'on est vivant, on a nos priorités qui sont alignées et on vit comme on devrait vivre. Parce qu'au final, chaque fois qu'il y aura un décès dans nos vies, ça va nous remettre en question, ça va faire en sorte ça va nous remettre en fait face à nos choix, face à nos décisions, face à la manière dont on vit nos vies, etc. Donc je pense que c'est pas mauvais en soi, c'est un bon rappel. En islam aussi, ce que j'aime bien, c'est il y a cette notion de même après ton décès, tout le bien que tu as répandu sur terre, il va pas disparaître. Il va continuer à vivre déjà ben, auprès des personnes qui sont sur terre, voilà. Comme je vous ai dit, par exemple, toutes les qualités que mes proches elles avaient, que je vais essayer d'implémenter dans ma vie, bah, c'est une preuve qu'elles ont marqué ma vie et c'est un impact positif qu'elles ont eu sur Terre. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'en fait, toutes les personnes pour qui tu as compté, une fois que tu es décédé, elles vont prendre le relais, elles vont faire en sorte en fait que tu sois bien dans l'au-delà, elles vont demander ta miséricorde, elles vont faire des bonnes actions, etc. Il y a un nom d'ailleurs pour ça, il y a la sadaqa jariya. C'est une aumône, c'est un acte de charité qui va durer sur le temps parce que en fait, le bien que tu as produit à un moment T, il y a quelqu'un qui va continuer à en bénéficier. Donc même après la mort, tu vas continuer à récolter la récompense de cette bonne action. Ça peut être par exemple parce que tu as construit un puits, ça peut être parce que tu as planté un arbre qui va nourrir des gens ou qui va servir d'ombrage pour d'autres personnes. Ça peut être parce que tu as transmis des savoirs à quelqu'un ou voilà, tu as impacté quelqu'un d'une très bonne manière qui fait qu'à chaque fois qu'elle va faire une bonne action ou qu'elle entreprend de faire quelque chose de bien, elle a cette pensée pour toi et elle va entretenir en fait ce bien que tu as répandu sur Terre. Et du coup, ça, je trouve qu'il n'y a pas meilleure manière de faire son deuil en fait. C'est ce qui fait que bah, tu vas laisser une empreinte durable dans ce bas monde et dans l'au-delà. D'ailleurs, si je devais vous conseiller une lecture, ce serait Ton dernier regard. Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, c'est écrit par Oumaima, celle qui fait le podcast Miracle Fudge. Et en gros, dans ce livre, en fait, elle raconte la mort de sa mère, qu'elle considère comme une belle mort,
parce que voilà, elle était malade, hein, mais elle a pu être accompagnée, elle a pu organiser en fait sa mort d'une manière qui était conforme à ses convictions, conforme à ses croyances. Et c'est une manière vraiment. C'est la première fois que j'ai vu ce livre, du coup, c'était une manière vraiment différente en fait d'envisager la mort. Quand j'ai lu, c'était bien avant du coup les décès qui ont eu lieu cette année. Donc j'ai lu ça avec un. J'ai lu ça et ça m'a permis d'avoir un regard vraiment nouveau en fait vis-à-vis de la mort et beaucoup d'acceptation aussi parce que je me disais ah ouais mais en fait faut pas en avoir peur, faut être à l'aise avec ça et au contraire il faut s'y préparer et c'est en étant prêt justement qu'on pourra partir sereinement et que nos proches pourront nous voir partir sereinement. Elle raconte aussi comment ça l'a impacté elle dans son cheminement par rapport à sa foi et même dans sa vie de tous les jours donc c'était hyper intéressant à lire, je vous recommande vraiment ce livre. Moi, personnellement, si je devais parler de comment ça m'a impacté à titre personnel, un décès, ça peut être sur un changement positif, d'un éveil spirituel ou d'un déclic ou quoi. Moi, j'ai pas l'impression que ça m'a fait ça. J'ai pas non plus dire, ah ouais, ça m'a rendu meilleur, nanana. Non, pas forcément. Limite, en fait, ça m'a rendu un peu plus dur avec les gens, je pense. Parce que moi, déjà, je suis quelqu'un, je suis très catégorique et tout. Mais en fait, en voyant ça, tu te dis, mais t'as encore moins envie de perdre du temps dans ta vie, dans tes relations de tous les jours et tout. Du coup, je pense que ça m'a rendu beaucoup moins patiente en fait. Je sais pas, peut-être c'est une excuse, hein, parce que moi j'ai toujours été impatiente dans tous les cas, mais j'ai moins ce truc, j'ai moins cette énergie en fait pour tout ce qui est superflu. Vraiment, si c'est des choses qui sont pas importantes, eh, vas-y, salam. Je vais pas me prendre la tête, on va pas tergiverser 15 000 ans. Même mon approche par rapport au conflit, moi je suis quelqu'un de très à l'aise, je suis pas du tout fiante. J'aime la confrontation. C'est pas forcément bien, voilà, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, je le conçois. Je vais pas non plus forcer la confrontation à chaque fois. Je pense que ma petite sœur ne sera pas d'accord avec ce que je dis, mais vas-y. Moi, je pense que je vais pas forcer la confrontation. Je pense que la confrontation, elle est nécessaire. Mais quand je sais que, par exemple, la personne en face, elle n'est pas prête pour la confrontation, ou elle n'a pas les outils pour digérer ce que je vais lui dire, en fait, c'est bon, je vais garder pour moi. Ça, je faisais pas ça avant. Maintenant, je vais garder pour moi, c'est bon. Toute chose n'est pas à dire. Et en vrai, il y a des personnes, en fait, il y a des émotions qu'elles vont vous faire ressentir ou des choses qu'elles vous ont faites. Même si vous avez tout le langage psychologique qu'il faut, vous avez toute la démarche émotionnelle appropriée et tout pour leur faire digérer et leur faire comprendre ce qu'ils vous ont fait ou ce qu'ils vous ont dit et en quoi ça c'était pas bien ou en quoi ça vous a atteint. Et les gens sont de mauvaise foi dans ce monde, hein. Donc quand tu sais que la personne, elle n'a pas le temps ou elle n'a pas les ressources intellectuelles nécessaires pour digérer ton message, en fait, faut pas perdre ton temps. Du coup, maintenant, bah, je perds moins mon temps avec les gens comme ça. Franchement, je, et plus récemment, hier, je suis partie voir une de mes mamies et elle m'a dit, quand j'allais partir, du coup, parce que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vue et elle savait que bah, je viens pas tout le temps à Moroni. Donc, elle m'a fait quelques rappels et tout. Elle m'a dit, Mouhim de Oufensane, le plus important, c'est de s'aimer. C'est ce qui est vraiment primordial et tout. Elle était très émue quand elle me disait ça. Et je pense que c'est pas en opposition avec ce que j'ai dit juste avant. En fait, c'est pas parce que je suis beaucoup plus radicale dans la manière dont je gère mes relations que je vais moins aimer les gens. Au contraire, ça veut dire en fait les personnes que tu gardes dans ta vie, tu vas apprendre à. Ça veut dire en fait les personnes que tu gardes dans ta vie, il faut que tu apprennes à bien les chérir et à leur accorder la place qu'elles méritent. En fait, je pense aussi quand tu gaspilles pas ton énergie dans des relations qui sont unilatérales ou dans des relations qui ne t'apportent pas grand-chose. Et je dis pas ça d'un point de vue transactionnel, mais vraiment, il y a des relations, en fait, ça ne t'apportera pas du bien. Tu sais déjà que c'est une perte de temps, donc plus vite tu fais le tri, plus vite tu digères cette relation et tu prends tes distances, et plus tu as de l'énergie à consacrer aux personnes qui sont là pour de vrai, aux personnes qui méritent ton temps, aux personnes qui méritent que tu t'investisses, etc. Donc je pense que ça se complète en fait. La réflexion que je me suis faite et ce que ma mamie m'a dit hier, je pense que les deux vont ensemble. Et bon, ça fait un moment que je parle là déjà. Si je devais conclure, ouais, si je devais conclure, je vais juste vous résumer un peu comment j'estime que vous pouvez approcher et accompagner une personne endeuillée. Je dirais déjà, laissez-leur le temps. Laissez-leur le temps de digérer. Peut-être que elles ont besoin d'être un peu seules, donc laissez-leur ce temps de solitude, ou alors au contraire, elles ont besoin d'être entourées, mais laissez-leur le temps et adaptez-vous à la manière dont elles ont besoin de faire leur deuil. Soyez flexibles et ayez de la compassion en fait, parce que
Vous savez pas combien de temps ça peut prendre, même si vous avez déjà vécu un deuil qui soit un deuil similaire ou vous avez déjà vécu un deuil dans votre vie, chacun gère comme il peut parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, chaque relation son deuil. C'est pas pareil du tout. Donc juste en fonction de votre proximité, essayez de vous rendre disponible. Peut-être que vous n'êtes pas la personne dont elle a besoin à ce moment-là, mais dans 3 semaines ou dans un mois, voilà, elle sera tout à fait disponible pour vous voir. Peut-être que vous n'êtes pas la personne avec laquelle elle aura envie de se confier. C'est pas grave. Juste essayez d'accompagner cette personne comme elle en a besoin. Donc en étant disponible, en étant patient et en étant compréhensif, quoi. Et je pense, que j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, mais faut pas porter de jugement sur la manière dont chacun fait son deuil. C'est hyper personnel, comme je l'ai dit. Et on fait comme on peut finalement. On fait comme on peut et on survit. Je pense que je peux conclure sur ça. J'ai longtemps parlé, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Vraiment, j'ai pris des notes vite fait, mais je pensais que j'allais boucler ça en 30 minutes. Mais visiblement, j'avais eu le temps d'en parler. Je suis contente, j'ai été forte, j'ai pas craqué. Euh, Ça veut dire que c'est bon, je commence à bien me sentir. C'est pas interdit de craquer, hein, mais voilà, j'avais peur d'être trop débordée par mes émotions, mais ça va, je commence à être bien, je commence à être à l'aise. C'est bien ce que j'avais pressenti et c'est une bonne chose, je suis contente. Bon, faut que je range mes affaires, que je fasse mon check-out. Je crois que l'heure du petit-déj avait déjà passé, mais chill. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. نوينا نوينا أن نقرأ القرآن الكريم أن نقرأ القرآن الكريم بعد الاستغفار بعد الاستغفار والتراحم والتراحم والصلاة على النبي والصلاة على النبي والتسبيح والتسبيح والتحميد والتحميد والتهليل والتهليل ليكون داء لهم من النار فداء له من النار ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن شدة القبر ومن شدة القبر ومن أهوال يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة وجوازا على الصراط وجوازا على الصراط من يومنا هذا من يومنا هذا إلى يوم الدين إلى يوم الدين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على